Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, les populations de Bamenda sommées de rester chez elles après les échanges de coups de feu survenus hier à la suite de l'assassinat d'un inspecteur de police. Commerçants et débrouillards qui ont vaqué à leurs occupations ce matin ont été forcés de rester chez elles par les forces de sécurité. Quelle place pour l'économie locale sur le chantier de la décentralisation? Les difficultés d'accès aux commodités socio-économiques dans les différentes communes laissent voir l'immensité du chantier à déblayer par les nouveaux maires 4 mois après leur prise de fonction. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, la vie a repris son cours normal à Bamenda après la panique causée par les échanges de tirs entre les forces de l'ordre et les séparatistes. Les populations ont vaqué ce jour à leurs occupations avant d'être sommées par l'armée de rentrer chez elles. Cette situation intervient à la suite de l'assassinat ou la fusillade d'un inspecteur de police par des individus présentés comme des séparatistes. Le follow-up de cette actualité, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Au lendemain d'une nuit mouvementée, en échange de coups de feu entre les forces de sécurité et séparatistes anglophones, la capitale régionale du Nord-Ouest, Bamenda, se réveille dans le calme d'un jour ordinaire, avec des populations ayant toutes vaqué à leurs occupations aux premières heures de la matinée. Mais à peine ces commerçants ont ouvert leurs magasins, installé des marchandises sur des comptoirs à Commercial Avenue ou encore à Food Market. Tout se referme aux boutiques, emballent tout, sur injonction des hommes en tenue patrouillant dans la zone, laisse entendre un commerçant sur place. Le pas alors alerte, parfois à la petite foulée. Chacun s'empresse de regagner son domicile et se mettre à l'abri. Et face à un ghost town imposé, c'est donc le sauve qui peut. Nul n'étant sûr de la partie de film western qui pourrait se dérouler à tout moment entre les forces de sécurité et les Zamba Boys dissimulés d'entre les populations. Ici, les populations de Bamenda ont encore tout frais dans leur mémoire. Ces détonations d'armes à feu qui ont créé une peur bleue sur la ville avec des dégâts matériels importants. Véhicules endommagés par des impacts de balles qui ont sifflé à tout vent en après-midi d'un 1er septembre 2020, à la suite de la mort brutale d'un jeune inspecteur de police abattu à bout portant par 2 individus armés et présentés comme des séparatistes anglophones. Et l'on a frôlé le pire sur la route Konsamba-Yaoundé. Un bus de transport en commun en provenance de Konsamba a achevé sa course folle dans un ravin à Baganté. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, de nombreux blessés ont été enregistrés. Jérôme Narcisse Sobzé. Encore un accident de la route dans la région de l'Ouest. Lundi dernier, un bus de l'agence Charter Voyage en provenance de Konsamba et qui se rendait à Yaoundé a fini sa course dans ce ravin dans la localité de Ntchundjim, un village du groupement Baganté. Selon des informations puisées à bonne source, ce bus qui avait à bord 77 personnes n'a enregistré aucune perte en vie humaine, mais une soixantaine de blessés graves en soins intensifs aux cliniques universitaires des montagnes de Baganté. Nous avons reçu près de 60 blessés et la situation est sous contrôle. Pourquoi? Parce que même les cas les plus graves, nous avons pu juguler à tout cela et ces cas-là, leurs vies sont hors de danger. Le préfet du département d'Undé, François Etapa, est le lendemain venu s'enquérir de l'état de santé des uns et des autres. Les 17 autres blessés, qui se trouvent plutôt à l'hôpital district de Baganté et dont les cas ne sont pas inquiétants, ont également reçu la visite du préfet du département d'Undé. Interrogé sur les causes de l'accident, le conducteur que voici évoque un problème lié à la direction du véhicule qu'il n'a malheureusement pu maîtriser. Plus de peur que de mal, pas de perte en vies humaines. Restons dans la région de l'Ouest où le cerveau d'un gang de présumés malfrats spécialisé dans des vols et braquages à main armée vient d'être mis hors d'état de nuit par les éléments de la brigade de terre de Mbouda. On voit tout cela dans ce reportage de Isabelle Carole Zoupet. Dans cette mare de sang,
Le corps sans vie d'un présumé hors la loi, abattu par balle. Il était le cerveau d'une bande de malfrats qui sémait la terreur depuis plusieurs mois dans la ville de Bouda. À la brigade terre de Bouda, où plusieurs plaintes des populations étaient enregistrées, une enquête avait été ouverte et c'est le résultat qui offre la tête du fameux Joseph, abattu en début de cette semaine. Le deuxième jour, ils sont revenus, toutes les 7, toujours pour la reconnaissance, sans matériel de travail. Je les ai laissés partir. Hier, comme ils se sont rendus sur le terrain, tout ça, mais je suis allé avec les éléments et ils sont tombés. Nous avons cueilli donc celui que vous avez vu. Il serait un repris de justice qui a fait plusieurs prisons et a plus d'une vingtaine d'années d'emprisonnement. Sur le corps sans vie de ce présumé malfrat, des armes à feu et des munitions ont été retrouvées. Après, c'était le braquage à la station Ray-Oil. Après, c'était la Total. Et puis, l'agence de voyage Destiny. Dans leur opération, ces malfrats utilisaient ce véhicule de marque Carina E, non immatriculé. Le commandant de la brigade terre de Bouda rappelle aux populations l'urgence de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre en dénonçant tout individu suspect dans leur entourage. Après le reportage d'Equinox Télévision sur la flambée des prix sur le sac du mil dû à l'exportation massive de cette denrée alimentaire vers le Nigeria, le gouverneur de la région de l'extrême nord interdit la sortie des céréales de son unité de commandement. Mediawa Bakari évoque entre autres les inondations qui pourraient hypothéquer les récoltes. D'autres précisions dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Eric Fopossi. L'exportation des céréales interdite à l'extrême nord Cameroun jusqu'au mois de novembre prochain. La décision a été prise par le gouverneur de cette région. Mediawa Bakari entend prévenir une éventuelle crise alimentaire dans un contexte de forte pluviométrie. Il nous a été annoncé qu'il y aura une pluviométrie abondante pour les prochaines semaines. Et ceci certainement va impacter sur les récoltes. C'est les inondations dans le Logone et Chari, le Maheu Danaï, pour tout ce qui a été cultivé le long des rives, risque de ne pas être récolté. Depuis quelques semaines également, l'extrême nord connaît une flambée des prix du riz, du maïs, du mil, voire des arachides. Une situation due à la période dite de soudure, marquée par le quasi-épuisement des stocks dans les greniers, combinée aux sorties massives de ces céréales vers les pays voisins, notamment au Nigeria et au Tchad, ce qui expose les populations à une réelle menace de catastrophe alimentaire. L'Office céréalier a certes quelques réserves, mais selon nos experts, ces réserves ne peuvent pas nous permettre de traverser cette phase. Nous en appelons donc à la compréhension de tous les acteurs. Cette mesure du gouverneur de l'extrême nord commence d'ailleurs à porter ses fruits, à en croire l'enthousiasme observé à Maroua. Les paniers de la ménagère se voient un peu apaisés parce que il y a seulement 2 semaines avant l'interdiction, il y avait des camions qui transportaient, qui déchargeaient des denrées, des maïs, des céréales, du mil, ce qu'on appelle souvent communément le sorgho. Seulement, dans un pays marqué par une corruption généralisée, il y a de quoi émettre quelques réserves. Il faut bien même contrôler, il faut voir les gens qui restent dans leurs frontières là, voir qui va être là-bas pour ne laisser pas même le camion sortir. Région sévèrement touchée par la famine et une extrême pauvreté endémique, l'extrême nord retient dans son souffle en attendant la fin de la saison des pluies. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières s'exprime sur l'affaire Neo Industrie. En marge d'une réunion avec certains de ses collaborateurs, le MINCA fait revenir sur cette affaire en se défendant de toute faute de son département ministériel, alors que des critiques pleuvent contre lui sur ce dossier. On voit tout cela dans ce reportage de Guizogo. Peu d'Isère depuis la survenue de l'affaire Neo Industrie,
qui a vu un industriel camerounais privé de 26 000 hectares de terres dans la vallée du Ntem, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières s'est enfin exprimé sur cette question en dédouanant son département ministériel. C'est un dossier gouvernemental qui comporte plusieurs volets. Le ministère des Domaines s'occupe des aspects fonciers. Un projet est soumis au gouvernement et fait l'objet d'examen en amont par d'autres départements ministériels. Le MINCAF met à disposition des terres sur demande et conformément aux dispositions en vigueur. Les décisions sont prises par la hiérarchie au niveau du gouvernement. Poursuivant son argumentation, Henri Eyebe Aïssi dit se limiter à son domaine de compétences tout en s'appuyant sur les avis des autorités administratives. Le ministère agit en concertation avec sans doute les autres départements ministériels, mais uniquement dans son domaine et surtout sur la base des dossiers transmis par les autorités administratives territorialement compétentes. Au stade actuel, nous nous limitons à dire que les dispositions prises ont créé un retour à la paix sur le terrain pendant que nous aurons l'occasion de faire le point de l'ensemble des contours de ce dossier-là. Ce que l'on apprend également du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières dans ce dossier Néo-Industrie, c'est que cette affaire n'est pas close. Lorsqu'une décision du gouvernement est prise pour appuyer un projet, le MINCAF assure ce qui dépend de lui. La paix est revenue sur place, le traitement du dossier se poursuit, les directives prises par la hiérarchie seront exécutées par les départements ministériels compétents. Le MINCAF fera ce qui relève de lui. Cette sortie de Henri Eyebe Aïssi dans le cadre d'une réunion de travail avec certains responsables régionaux et départementaux de son département ministériel à Yaoundé a aussi donné lieu à un rappel de la volonté d'assainir. Il nous revient de relever le défi du règlement de l'abondant contentieux foncier et domanial qui plombe les aspirations légitimes de nombreux Camerounais de bénéficier d'une sécurité foncière et domaniale. Nous devons enfin veiller de façon plus globale à lutter énergiquement contre la corruption et les comportements déviants en proie à ces fléaux que sont les occupations anarchiques, les accaparements de terres, l'intensification, ou tout au moins l'intense spéculation foncière que nous observons. Sur ce terrain, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a du pain sur la planche au vu des critiques consécutives à l'affaire Néo-Industrie. 15 mois de détention provisoire et toujours pas de jugement pour Paul Chouta, le web journaliste et lanceur d'alerte croupi à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Des défenseurs des droits de l'homme et organisations de la société civile dénoncent de violations graves dans le dossier Paul Chouta depuis l'arrestation jusqu'à l'étape actuelle du dossier. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce jour à Yaoundé. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Cyril Roland de Besson. Elle est la directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun. Nous sommes une fois de plus dans la matérialisation de l'inversion de paradigme. L'inversion selon laquelle la présomption d'innocence soit substituée à la présomption de culpabilité. Nous mettons ainsi en exergue une arrestation arbitraire, une garde à vue illégale et abusive, une détention tout aussi arbitraire avec en prime le refus total de mettre en application les dispositions pertinentes de l'article 224 du Code pénal relative à la liberté sous caution. Hélas, nous avons l'impression d'être dans l'affaire Chouta, plus proche d'une affaire kafkaïenne que d'une procédure judiciaire dans un état de droit. Parlons éducation à présent. À quelques semaines de la reprise des cours, les chefs d'établissement scolaire tirent la sonnette d'alarme sur le recrutement des enseignants pour faire face au système de mi-temps initié par le ministre des Enseignements secondaires. Et dans le reportage qui va suivre, vous verrez comment ces chefs d'établissement s'attellent à la mise sur pied des différents emplois du temps. D'autres précisions avec Sylvestre Zangao et Georges Mitterrandam.
Comme d'habitude à l'approche de la rentrée scolaire, les parents d'élèves se bousculent pour garantir une place à leur enfant dans un établissement. Mais ici, au lycée bilingue de Bépanda, le mot d'ordre du ministre des enseignements secondaires est une règle. Pas de recrutement possible. Les effectifs de 50 élèves par classe doivent être respectés. Avec le contexte Covid, il est difficile, absolument difficile de parler de recrutement maintenant. Nous sommes déjà même en situation d'effectifs pléthoriques. Désormais, il faudra faire des emplois du temps sur la base de 50 élèves par classe, histoire de respecter les mesures de distanciation. L'administration et le corps enseignant du lycée bilingue de Bépanda se préparent à une année scolaire dans une formule de mi-temps. Mais ce ne sera pas sans conséquences. S'il nous faut respecter les mesures barrières, il n'y a que le système de mi-temps qui puisse nous permettre de garder nos élèves, que nous sommes obligés de garder. C'est des enfants régulièrement inscrits au lycée bilingue de Bépanda. Qu'allez-vous faire de cet élève qui passe de la 6e en 5e? Vous n'allez pas lui dire d'aller ailleurs. Et même ailleurs, les mêmes mesures, je crois, les mesures sont respectées. Cela va sans dire qu'avec ce nouveau système, il faut absolument s'arrimer. Et déjà, il y a une équipe à pied d'œuvre qui est en train d'élaborer un emploi du temps sur cette base. Et nous avons besoin, dans les deux systèmes, de 116 enseignants. Nous sommes en train donc de recevoir les demandes des différents postulants. Et il y aura également une équipe qui va étudier chacune de ces demandes pour que nous puissions recruter des vacataires. Nous en avons besoin. Au lycée d'Aqua, le suivant général et son équipe s'attellent à la confection des emplois du temps, en envisageant déjà la tâche qui sera plus importante. Et il y a des grosses difficultés que nous avons. Déjà, les quotas horaires ont diminué parce que nous passons de 35 heures par semaine à 25 heures. On est obligé de réduire les quotas horaires par matière. Ça demande également plus d'enseignants. Ça fait qu'on sera obligé de recruter davantage de vacataires. Étant donné qu'il y a plus de salles qui seront ouvertes en système de mi-temps. Donc plus d'enseignants et moins d'heures de cours par matière. Depuis le 1er septembre, les inscriptions sont ouvertes pour les élèves du secondaire auprès des institutions partenaires à leur ministère. Et des dérapages ne manquent pas. D'où le rappel à l'ordre de l'intendant du lycée d'Aqua. Passez d'abord à l'établissement auprès de l'intendante, vérifier si le nom de l'enfant figure sur les listes en cours, parce qu'il y a même d'autres qui sont exclus. Et ensuite, je délivre le quitus. À ce moment-là, il peut suivre le procédé. La date officielle de la rentrée scolaire est fixée au 5 octobre 2020. Quel bilan pour les collectivités territoriales décentralisées? 4 mois après leur prise de fonction, les maires tentent d'imprimer leur marque dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Infrastructure, accès à l'emploi, les urgences sont sur tous les fronts. Si les difficultés de financement sont convoquées, il n'y a que le développement d'une véritable économie locale fait défaut dans la plupart des communes. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgang. Routes, hôpitaux, accès à l'eau potable, les chantiers sur lesquels les populations attendent les nouveaux maires sont nombreux. De Nkonsamba à Maroua, de Kousiri à Makenene, les difficultés sont quasiment les mêmes. Les récentes inondations à Douala, par exemple, sont venues illustrer le défi titanesque qui attend les maires en matière d'aménagement urbain. Nous allons revenir pour aménager les quartiers afin de lutter contre ces problèmes d'inondation. Si les gens acceptent d'aller s'installer par exemple dans les drains, dans les zones à risque, nous, ça nous met dans des difficultés parce que la mission régalienne des communes et de l'État, c'est de protéger les hommes et leurs biens. Régulièrement, les exécutifs communaux évoquent des difficultés de trésorerie, des arguments à relativiser car, bien au-delà de ces entraves évoquées, il n'y a que l'urgence du développement d'une véritable économie locale s'impose pour les communes. Il n'y aura pas d'effectivité de décentralisation au Cameroun si on ne construisait pas l'économie locale. L'exemple du menuisier à installer pour que le cercueil ne soit pas acheté ailleurs ou réalisé ailleurs peut être transposable pour le photographe, pour la couturière. Que ce soit pour les questions de lutte contre le chômage, de construction des infrastructures ou d'accès à l'eau potable, les municipalités gagneraient à se jumeler afin de mieux porter leurs difficultés selon les besoins de chaque commune. Il y a des communes qui ont besoin de certains matériaux pour faire le reprofilage des routes, pour boucher des nids de poules, alors que la matière première se trouve dans le sud-ouest, c'est un exemple, ou à l'ouest. Il y a d'autres communes qui sont essentiellement dans des zones ouvrières,
où on est peu agriculteurs, donc on est peu producteurs, eh bien ces communes gagneraient à se jumeler avec des communes qui sont des communes dans les zones de production agricole. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées fixe un cadre actualisé pour le transfert des compétences aux communes. 4 mois après leur prise de fonction, les nouveaux élus font leur petit pas dans un contexte de lutte contre le coronavirus. 127 milliards de francs CFA, c'est le budget prévu pour le bitumage de la route Ebolova-Kribi en passant par Akom 2. Seulement, les travaux tardent à démarrer depuis plusieurs années aux grandes dames des populations. Xavier Foka. Annoncé aux populations depuis 2011, les travaux de bitumage de la route Ebolova-Kribi par Akom 2 n'ont toujours pas démarré. Malgré la présence de cette enseigne qui annonce pourtant le début des 10 travaux. La plaque, elle n'est là que de nom. Peut-être pour faire croire, n'est-ce pas, aux Camerounais que les travaux sont effectifs sur le terrain. Mais je vous garantis que sur cette route, il n'y a pas de travaux, il n'y a aucun travail qui a commencé. Ces populations attendent pourtant avec beaucoup d'impatience le premier ronflement des engins qui pourrait être d'un grand apport dans le développement de leurs activités. On a rangé notre route là, moi-même qui fais la meuse, je devais aller au village à 17 km, travailler les champs et venir peut-être chaque jour. Mais on ne trompe pas avec la plaque là, il faut qu'on l'enlève. En précisant que le retard observé ne dépend pas d'eux, les responsables de l'entreprise en charge des travaux annoncent que le début sera effectif dans quelques mois. Même si on est confiné en Italie, là-bas, notre techniciens sont en train de travailler et pour l'achat de matériel et pour les engins qui sont déjà contractualisés pour descendre sur le terrain. Première de 2020, le démarrage effectif des travaux, ça c'est ce que nous avons préconisé, prévu. Approché pour en savoir davantage, le responsable de la délégation régionale des travaux publics pour le Sud déclare hors caméra que ce dossier se gère depuis Yaoundé. En attendant donc que les travaux puissent effectivement démarrer, ce sont les populations qui subissent le martyre sur cette route. Mettons à présent le cap sur la ville de Kribi dans le sud, où de nombreux orphelinats peinent à joindre les deux bouts pour une meilleure prise en charge des enfants abandonnés. Sans appui réel de l'État, ils comptent désormais sur l'unique solidarité des âmes de bonne volonté. Joseph Abena. La prise en charge des orphelins et des enfants abandonnés ici est une véritable préoccupation. Par manque de moyens, les constructions peinent à s'achever lorsqu'elles ne sont pas tout simplement abandonnées. Mais l'épineux problème, c'est la nourriture de chaque jour. En fait, c'est vraiment quelque chose de beaucoup pour nous, parce que l'histoire de la nourriture de chaque jour, c'est vraiment un grand défi. C'est vraiment un grand défi, la nourriture de chaque jour. Parce que même dans les familles, c'est un peu de 5 personnes comme ça, là, c'est vraiment déjà dur. Donc avec plus de 30 enfants, c'est encore plus compliqué. Ces enfants qui ne connaissent pas généralement leurs géniteurs vivent parfois des moments de joie. C'est le cas ce jour de recevoir les dons d'un groupe de femmes motivées par la foi chrétienne. Vous savez, c'est notre plus grande mission ici sur la terre, de nous envoyer sur la terre, de démontrer son amour, nous ces enfants. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, il faut démontrer cet amour qu'il lui-même nous a démontré, de venir sacrifier sa vie. Et c'est cet même amour que nous, ces enfants, parce qu'on a cru à son nom, nous sommes en train de démontrer, à venir vers ceci. Parce que quand je viens chez ces enfants comme ça, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Dans cet orphelinat, voici un bébé reçu seulement à 2 semaines de sa naissance. Quand on est venu ici par moyen de ses parents étaient, donc d'après ce que j'entends, ses parents, sa mère, où elle est morte à la naissance, où elle est venue, donc on est venu laisser l'enfant ici là. Donc en 2 semaines, depuis 2 semaines, l'enfant avait venu jusqu'à maintenant. Un pasteur qui visite les lieux ne reste pas insensible à cette situation de détresse de ces enfants orphelins. Nous vivons, mais nous ne connaissons pas la minute, l'heure ou la seconde de notre départ. Nous venons visiter les enfants orphelins. Nous ne savons pas si demain les nôtres seront également orphelins. Parce que ça va arriver un jour. Donc ce que je voulais véhiculer là est que chaque personne puisse apprêter
son départ. Nous devons tous apprêter notre départ de la terre. Nous devons apprêter notre départ en nous attachant à celui qui nous a créés. Mais l'avenir des orphelins n'est pas toujours sombre, malgré les difficultés à surmonter. Je suis un orphelin et j'en suis fier. Il faut commencer par l'assumer. Un orphelin, c'est pas la fin du monde. Plutôt, c'est même beaucoup de bénédictions de Dieu. Être orphelin, c'est s'assumer. Et quand tu t'assumes d'être orphelin, tu as toutes tes chances de réussir dans ta vie. C'est ainsi que je me suis assumé. J'ai assumé ma position d'orphelin et j'ai commencé à travailler dur, à comprendre qu'il fallait que je travaille dur pour sortir de là. Je suis allé jusqu'à manger du sable pour éviter de voler. Parce que c'est souvent la faim qui pousse les gens à voler. Donc je suis un échantillon d'orphelin qui a su s'assumer et qui a mangé du sable aujourd'hui, qui est à la tête d'une structure qui emploie les Camerounais. Faute du soutien des pouvoirs publics, les orphelins sont contraints de compter sur l'unique foi en Dieu, capable de mobiliser en leur faveur des âmes de bonne volonté. À présent, l'actualité au-delà de nos frontières, c'était un moment historique pour la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les membres de la nouvelle commission ont prêté serment au Gabon. Les promus ont réitéré leur volonté de veiller à l'intégration des pays de la sous-région afin de mener des politiques coordonnées. Gladys Sidi. C'est une première. Après la réforme constitutionnelle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les membres de la commission ont prêté serment. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président en exercice de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba. Le nouvel organe issu de la réforme adoptée en 2019 est entré en vigueur. Son président, l'Angolais Gilberto da Piedade Verissimo, dans son discours, a énoncé des questions d'ordre sécuritaire, mais aussi la libre circulation des personnes et des biens sur lesquels il faut se pencher en urgence en vue de garantir le développement de la sous-région. Un examen, même superficiel, des résultats des activités de la CAC dans quelques domaines que ce soit, au cours de ces quelques 37 années d'existence, montre que notre communauté sous-régionale a fait très peu de progrès par rapport à ses objectifs. Et par conséquent, c'est actuellement l'une des communautés économiques régionales africaines les moins développées. La CAC dispose donc d'un instrument pour la remettre sur les rails de l'intégration régionale. Une intégration économique soutenue par le développement des infrastructures, un marché d'échange commun, la libre circulation des capitaux, des personnes et des biens, et une intégration plus accentuée des peuples de la région. Nous nous déclarons ici en mission pour réaliser la vision qui consiste à faire de l'Afrique centrale un espace avec un avenir commun, dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, assuré pour le développement soutenable, la bonne gouvernance, la liberté, la justice et l'amélioration croissante des conditions de vie de ses citoyens. Le président gabonais, de son côté, a expliqué que cet organe fraîchement installé symbolise la volonté forte d'intégration des pays de la sous-région afin de mener en commun des politiques coordonnées et efficaces au bénéfice des populations. Le bureau de la nouvelle commission est composé de 7 membres. Parmi eux, la Camerounaise Marie-Thérèse Chantal Mfoula. Elle s'est vue confier le commissariat de l'aménagement du territoire et infrastructure. Rappelons que les membres de la nouvelle commission de la CEEAC avaient été désignés lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue par visioconférence le 30 juillet dernier. Leur mandat est de 5 ans. Et du sport dans ce journal, quel visage présenteront les villes camerounaises pendant le CHAN 2021? Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vient de lancer la campagne Ville propre pour les villes de Yaoundé, Douala, Boya et Limbé. Et du côté de Yaoundé, c'est le gouverneur de la région du centre qui supervise personnellement les travaux d'hygiène et de salubrité. Aïk Cyril et Emmanuel Diop. Une descente comme on n'en voit pas souvent dans les rues de Yaoundé. Le gouverneur de la région du centre est allé personnellement superviser
les travaux d'hygiène et de salubrité dans le cadre de la campagne Ville propre lancée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. L'année dernière, Yaoundé était premier. Donc il était donc nécessaire pour nous de sortir, donc encourager les communes pour commencer le travail avant donc le jour de notation qui sera d'ici un mois. Yaoundé brille par une insalubrité légendaire. Ici, les caniveaux sont bouchés et ne facilitent pas la circulation des eaux. Plus loin, les populations n'ont d'autre choix que de déverser les ordures au sol lorsque les bacs sont pleins. Des jeunes ont été mobilisés pour la propreté. Ils travaillent sous le regard de Nasseri Paul Beya, qu'accompagnent quelques autorités municipales. Nous sommes satisfaits de voir que la plupart des maires sont impliqués, les 7 communes sont impliquées et le travail se passe très bien pour la plupart. Et nous allons donc convoquer une séance de travail la semaine prochaine pour faire les points forts et les points faibles de Way Forward. 4 villes sont principalement concernées par la campagne Ville propre du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Yaoundé, Douala, Buea et Limbe. Des villes retenues pour abriter le Chan 2021. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage de Aïk Cyril et Emmanuel Diop que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Reprise des activités ce jour à Bamenda, mais de très courte durée. Vous l'avez dit, Serge Alain, c'est un calme précaire qui règne à Bamenda au lendemain des échanges de coups de feu entre les forces de défense et de sécurité et les séparatistes à la suite de la fusillade d'un inspecteur de police. Nous l'avons vu dans le reportage, les populations qui ont vaqué à leurs occupations au Commercial Avenue et au Food Market ont été sommées de rentrer chez elles par les forces de défense qui veillent désormais au grain. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée. Julien Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous. J'ai failli dire Cédric. Julien Berthe Bissaï. Rendez-vous demain. 20h. Voilà.